Avez-vous déjà vu une image de quelqu'un d'une telle atrocité que plus personne ne peut voir cette personne de la même manière? Tout le monde a ses mauvais moments. Mais il existe certaines photos dans le monde qui ont été prises au pire moment imaginable. En 1968, Peter Norman a pris une position audacieuse pour l'égalité raciale. En 1968, Peter Norman a pris une position audacieuse pour l'égalité raciale. D'un homme surpris en train de manger un sandwich d'une manière plutôt désagréable à un comédien allant trop loin avec une blague explicite. Je n'ai pas enfreint la loi. Je n'ai rien fait de mal. Cette photo est entièrement protégée par le premier amendement. Voici 13 photos qui ont ruiné la vie de certaines personnes à jamais. Numéro 13. La tragédie d'Ophélie. Imaginez que vous vivez dans l'Angleterre victorienne, à une époque où l'air était rempli de smog, où le rythme de vie était bien plus lent qu'aujourd'hui, mais où les exigences sociales pouvaient écraser l'esprit d'une personne. Pendant cette période, un artiste, John Everett Millais, aurait créé l'un des portraits les plus magnifiques et éthérés jamais peints. Il s'agit d'une image représentant une jeune femme morte, flottant à la surface de l'eau d'une rivière, entourée de fleurs. Cependant, le modèle qui a posé pour Ophélie n'était pas une femme ordinaire. Son nom était Elizabeth Siddal, et contrairement aux mannequins d'aujourd'hui, elle n'était ni née dans la richesse ni dans la célébrité. Elle était simplement une jeune femme travaillant dans l'Angleterre victorienne en tant qu'assistante d'un chapelier, luttant pour survivre dans une société qui accordait peu d'attention aux gens de sa condition. Mais Dieu avait d'autres projets pour elle. Cette femme d'une beauté saisissante, avec ses cheveux roux et sa peau pâle, attira l'attention des artistes de la fraternité des peintres pré-raphaélites qui prenèrent une grande liberté de création dans des œuvres détaillées et colorées. Sa beauté correspondait parfaitement à l'image que ces artistes voulaient y capturer. Cependant, la vie de modèle à l'époque victorienne était bien loin du glamour d'aujourd'hui. Pas de séances photos luxueuses ni de loges confortables, juste un petit espace pour se préparer. Elisabeth se retrouva dans des situations compromises, parfois même dangereuses. Son expérience avec le tableau Ophélie en est un exemple frappant. Millet voulait une reproduction aussi fidèle que possible et fit poser Elisabeth dans une baignoire remplie d'eau pour imiter la rivière du tableau. C'était l'hiver, et bien que des lampes à huile aient été installées pour chauffer l'eau, elles s'éteignirent au fil du temps. Elisabeth, plongée dans une eau glaciale, ne bougea pas d'un centimètre pendant que l'artiste peignait pendant des heures, mais elle en paya un lourd tribut. L'eau glacée lui causa une pneumonie, une maladie dont elle souffrit jusqu'à la fin de sa vie. N'oublions pas que nous étions dans les années 1800 et que les traitements médicaux étaient souvent aussi dangereux que les maladies elles-mêmes. Les médecins lui prescrivirent d'orodulodanum, un mélange d'alcool et d'opium. Si ce remède atténua sa douleur, il l'entraîna aussi dans une spirale infernale d'addiction. Des années plus tard, malade et affaiblie, la belle muse des plus grands artistes de son époque fut abandonnée à son sort. Sa vie personnelle était tout aussi chaotique. Elle entretenait une relation tumultueuse avec le célèbre peintre Dante Gabriel Rossetti. Leur relation était instable et tourmentée. Ils se fiancèrent et se marièrent, mais à ce stade, Elisabeth était déjà gravement malade et dépendante à l'alcool. Malheureuse dans son mariage, elle perdit un enfant mort-né en 1862. On raconte qu'elle mourut d'une overdose de laudanum, s'empoisonnant elle-même. Mais son décès ne mit pas fin aux tragédies. Dévoré par la culpabilité et le chagrin, Rossetti prit une décision étrange. Il plaça un carnet de poèmes dédié à Elisabeth dans son cercueil avant l'enterrement. Cependant, 7 ans plus tard, il regretta son geste et alla jusqu'à exhumer la tombe pour récupérer le carnet ainsi que d'autres œuvres qu'il avait perdues. La vie d'Elisabeth Siddal, qui semblait prometteuse, devint un triste exemple de la façon dont l'art et la beauté peuvent avoir un prix dévastateur. Cependant, certaines mésaventures sont tout simplement trop absurdes pour susciter la compassion. Numéro 12. Une tragédie politique. Prenons l'exemple d'Anthony Weiner. S'il y a bien une leçon à retenir avant d'envoyer un message, c'est de faire la différence entre un message privé et une publication publique. L'ancien député de New York, Anthony Weiner, a appris cette leçon à ses dépens au début des années 2010. Il avait une carrière politique prometteuse, avait prononcé des discours puissants, et certains le voyaient passer même comme un futur président. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que tout bascule en un instant. Que s'est-il passé? Un jour, Weiner décida d'envoyer une photo privée à une jeune femme. Mais ce n'était pas un simple selfie ou une belle vue panoramique. C'était une photo de ses parties intimes, dissimulée sous un boxer. Certainement pas le genre d'image que l'on voudrait voir fuiter sur Internet.
Malheureusement pour lui, c'est exactement ce qui arriva. Au lieu d'envoyer la photo en message privé, il la posta accidentellement publiquement sur Twitter. En quelques instants, son selfie compromettant était visible par le monde entier. Weiner réalisa rapidement son erreur et supprima le tweet, mais il était déjà trop tard. Le mal était fait. Le blogueur conservateur Andrew Breitbart avait déjà pris une capture d'écran, et l'affaire se propagea comme une traînée de poudre. Les médias, en particulier TMZ, découvrirent d'autres photos encore plus embarrassantes, et la carrière politique de Weiner s'effondra. Contraint de démissionner du Congrès, son avenir politique autrefois brillant sombra dans le chaos. Les choses empirèrent encore lorsqu'il fut plus tard condamné pour avoir envoyé des messages inappropriés à une adolescente, scellant ainsi son destin comme l'une des chutes politiques les plus spectaculaires de l'histoire récente. Bien que cette histoire soit tragique, la prochaine photo vous fera vous demander combien de temps peuvent réellement durer les conséquences d'un seul instant d'égarement. Numéro 11. La fin d'un héritage. Le général Nguyen Ngoc Loan est un nom que vous ne reconnaissez peut-être pas immédiatement, mais ses actions pendant la guerre du Vietnam ont été immortalisées dans l'une des photos les plus emblématiques et troublantes de cette époque. Loan a été photographié en pleine offensive du Tet, tirant une balle en pleine tête à un combattant capturé du Viet Cong. L'image a choqué le monde et a instantanément transformé Loan en symbole de la violence froide et impitoyable. Ce que beaucoup ignorent, c'est que quand est-ce que le combattant du Viet Cong venait tout juste d'assassiner la famille d'un des amis de Loan. Dans le chaos de la guerre, son acte, bien que brutal, était motivé par une vendetta personnelle. Mais la photo racontait une autre histoire, celle d'une exécution sans cœur. Cette image a poursuivi Loan tout au long de sa vie. Lorsque Saïgon est tombé, il a cherché refuge aux États-Unis, mais les agents de l'immigration l'ont reconnu grâce à la photo et ont tenté de l'expulser. Il a fallu l'intervention du photographe Eddie Adams pour empêcher l'expulsion, mais le mal était fait. Plus tard, Loan a ouvert un restaurant à Washington, D.C. Mais lorsque la photo a refait surface, il a été contraint de le fermer. Adams, en réfléchissant à l'impact de son cliché, a un jour déclaré que 2 personnes étaient mortes sur cette photo. Le général a tué le Viet Cong et lui, avec son appareil photo, a tué le général. Comme vous le verrez avec la prochaine photo, être du bon côté ne paie pas toujours. Numéro 10. La grande déception. Voici George Holliday. C'était un homme ordinaire menant une vie tranquille en tant que plombier déboucheur. Tout était normal pour lui jusqu'à la nuit du 3 mars 1991. Cette nuit-là, il entendit des sirènes à l'extérieur de chez lui, un bruit qui allait le mener à un événement qui allait bouleverser sa vie à jamais. Curieux, Holliday attrapa sa caméra et sortit voir ce qui se passait. Ce qu'il enregistra ce soir-là allait secouer toute la nation. Le passage à tabac brutal de Rodney King par plusieurs policiers. À cette époque, bien avant les smartphones et les réseaux sociaux, il était rare qu'un simple citoyen puisse filmer un tel événement. Mais malheureusement pour Holliday, sa vidéo devint tristement célèbre, et au lieu de représenter un moment dont il pourrait être fier, elle se transforma en cauchemar. À l'époque, beaucoup pensaient que la police pouvait agir impunément, surtout envers les communautés marginalisées. Et malgré la preuve vidéo montrant clairement les policiers battant Rodney King presque jusqu'à l'inconscience, les tribunaux acquittèrent d'État les agents de toutes les charges. Le verdict déclencha une vague d'indignation à Los Angeles, menant aux émeutes de 1992 qui firent 54 morts, des milliers de blessés et causèrent d'immenses destructions à travers la ville. Alors que le monde faisait face aux conséquences des émeutes, Holliday fut injustement blâmé, comme si avoir filmé la vérité l'avait rendu responsable des violences qui avaient suivi. L'attention médiatique n'a fait qu'empirer sa situation. Lorsque son identité fut révélée, il reçut des menaces de mort et sa vie bascula. Sa carrière et sa vie personnelle en souffrirent énormément. Il perdit son emploi et la pression sur son mariage devint insupportable. Aujourd'hui, il continue de travailler comme plombier, mais il évite toute publicité pour ne pas attirer l'attention. Pour ajouter l'insulte à l'injure, même son infime reconnaissance publique, une carte de trivia dans Trivial Pursuit a mal orthographié son nom en Hallyday. Pourtant, nous n'avons pas encore parlé de la photo la plus stupide ayant ruiné une carrière sur cette liste. Numéro 9. La mauvaise façon de manger un sandwich. Ed Miliband était le leader du Parti travailliste britannique de 2010 à 2015. Il était censé affronter le Premier ministre David Cameron et remporter l'élection. Du moins, c'est ce que disaient les sondages. Mais ensuite vint l'incident du sandwich au bacon et tout partit en vrille.
Tout avait pourtant commencé de manière anodine. Miliband était à Londres en train de manger un sandwich au bacon à Covent Garden, lorsqu'un photographe captura un cliché de lui. Rien d'alarmant, n'est-ce pas? Sauf que la photo montrait Miliband dans une posture particulièrement maladroite et peu flatteuse, luttant avec son sandwich d'une manière qui ne respirait pas vraiment l'image d'un futur Premier ministre. L'image devint instantanément un mème. À l'approche des élections, la photo revint le hanter. Les tabloïds en firent à leur chou gras, en particulier The Sun, qui la publia en première page juste avant le scrutin. Toutes ses politiques et ses propositions furent éclipsées par une avalanche de blagues sur son sandwich. L'affaire, aussi ridicule soit-elle, eut un impact réel. Certains commentateurs ont même suggéré que cette photo avait coûté l'élection à Miliband. Ce n'était pas une simple défaite. C'était un revers majeur qui bouleversa la politique britannique. Mais vous allez voir que la politique peut avoir une influence encore plus surprenante, même dans le monde du sport. Numéro 8. L'intrus. Vous avez sûrement vu cette photo à un moment donné, mais vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire qui se cache derrière. Oui, bien sûr, elle a été prise lors des Jeux Olympiques, et elle représente des athlètes sur le podium des médailles. Mais ce n'est pas seulement une histoire des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Elle met en scène 2 coureurs américains, Tommy Smith et John Carlos, qui ont remporté des médailles dans la finale du 200 mètres. Mais l'événement marquant n'a pas été leur victoire. C'est ce qu'ils ont fait une fois sur le podium qui a marqué l'histoire. Devant le monde entier, ils ont levé le poing dans ce qui allait devenir le célèbre salut du Black Power. Ce geste n'était pas une simple marque de solidarité, c'était une déclaration qui a gravé leur nom dans l'histoire du mouvement des droits civiques. Mais alors que tout le monde se concentre sur Smith et Carlos, un autre homme figure sur cette photo. Il semble un peu perdu, se tenant là avec une expression plutôt neutre. Cet homme, c'était Peter Norman, un athlète australien qui avait remporté la médaille d'argent ce jour-là. Norman, qui semble ne pas savoir quoi faire de ses mains, savait parfaitement ce qui allait se passer. Plus tôt dans la journée, il avait parlé avec Smith et Carlos et connaissait l'ampleur de la protestation qu'ils préparaient. Non seulement Norman était de leur côté, mais il a joué un rôle actif dans cette action. C'est lui qui a suggéré aux 2 athlètes de porter des gants noirs, et lui-même a arboré un badge en faveur des droits civiques sur son survêtement lorsqu'il est monté sur le podium. On pourrait penser qu'un tel acte de courage et d'empathie aurait été salué par la société. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. À cette époque, le climat politique en Australie était particulièrement dur et intransigeant. La politique d'immigration du pays ne permettait l'entrée qu'aux personnes blanches. Que Norman affiche publiquement son soutien à l'égalité raciale était inacceptable pour son pays natal. C'était comme si Norman avait porté un coup direct au statu quo de la nation, et la réaction fut immédiate et impitoyable. Bien qu'il ait été l'un des hommes les plus rapides du monde et qu'il ait réalisé le 2e meilleur temps de la planète, il fut exclu des sélections olympiques suivantes. Aux Jeux de Munich en 1972, l'Australie ne présenta aucun sprinter pour le 200 mètres, éliminant ainsi Norman de la compétition. Ce fut un revers énorme pour sa carrière, mais aussi une tragédie personnelle. Après cela, Norman sombra dans la dépression et l'alcoolisme. Les années passèrent et lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, beaucoup s'attendaient à ce qu'il reçoive enfin la reconnaissance qu'il méritait. Mais dans une ironie cruelle, il fut une fois de plus ignoré. Il fut l'un des rares anciens Olympiens australiens à ne pas être autorisé à faire le tour d'honneur lors des Jeux. C'était une preuve de plus que son propre pays l'avait complètement abandonné, le laissant affronter le monde seul. Tout cela parce que Norman avait choisi d'être du bon côté de l'histoire. Mais parfois, même les héros sont pris pour des ennemis. Numéro 7, un grand malentendu. Imaginez faire quelque chose de bien, quelque chose que vous croyez juste pour ensuite être perçu comme un monstre à l'échelle internationale. C'est exactement ce qui est arrivé à Dick Middleton, un policier du sud des États-Unis pendant l'ère des droits civiques. Vous avez peut-être vu la photo tristement célèbre. Middleton, un policier blanc, semble laisser son chien attaquer un jeune manifestant noir. Cette image était devenue un symbole puissant de la brutalité raciale et a même été transformée en statue à Birmingham. Cependant, voici la vérité. Ce que montre cette photo ne raconte pas toute l'histoire. Dans son podcast Revisionist History, Malcolm Gladwell a exploré le cas de Middleton et révélé que la réalité était bien plus complexe. Ce jour-là, le jeune manifestant, Walter Gadsden, a accidentellement bousculé Middleton. Le chien du policier, réagissant instinctivement, s'est jeté sur Gadsden. Middleton n'essayait pas d'inciter son chien à attaquer le garçon. En réalité, c'était tout le contraire.
Il tentait de repousser Gadsden tout en maîtrisant son chien. Mais l'appareil photo a capturé un moment figé dans le temps, et dans l'atmosphère tendue du mouvement des droits civiques, les gens ont immédiatement cru au pire. Pour Middleton, cette photo signifiait une vie entière de menaces et de lettres de haine. Il a gardé son emploi, mais l'impact sur sa vie et celle de sa famille fut immense. Ce qui est regrettable, c'est que, comme vous le verrez, certaines personnes attirent réellement la colère du public sur elles-mêmes. Numéro 6. Une blague qui est allée trop loin, la chute d'Al Franken fut aussi soudaine que spectaculaire. Fin 2017, la vague d'accusations de harcèlement sexuel qui secouait Hollywood et Washington, D.C., a emporté une victime particulièrement inattendue, Al Franken. Ancien comédien devenu sénateur américain, Franken s'était toujours montré très vocal sur le fait que les accusations des femmes contre les hommes puissants étaient souvent ignorées. Puis, contre toute attente, la présentatrice Leanne Tweeden est sortie du silence avec des accusations contre lui. Mais ce n'était pas seulement son témoignage qui allait coûter sa carrière à Franken, c'était une photo. Cette image, prise lors d'une tournée de l'USO au milieu des années 2000, montrait Franken souriant alors qu'il faisait semblant de toucher les seins de Tweeden pendant qu'elle dormait. Peu importe combien Franken essayait de faire passer cela pour une plaisanterie, la photo était accablante. Alors que d'autres femmes se manifestaient avec des histoires similaires, sa carrière était terminée. Il a été contraint de démissionner du Sénat, mettant un terme à un avenir politique qui semblait pourtant prometteur. Mais en matière de malentendus, le prochain cas sur la liste est sans aucun doute le pire. Numéro 5, accusé d'un assassinat, cette photo rappelle l'été 1968. En juin de cette année-là, l'une des figures les plus inspirantes de la société américaine, Robert F. Kennedy, a été assassiné. Sa mort a bouleversé le monde entier, mais une image de cette nuit fatidique reste gravée dans les mémoires. C'est une photo montrant les derniers instants de Kennedy, allongé sur le sol, la tête soutenue par un inconnu. Aujourd'hui, toute personne qui regarde cette image reconnaît Kennedy, mais peu de gens prêtent attention au jeune homme qui le tient dans ses bras. Ce jeune homme, c'était Juan Romero, un employé de 17 ans d'origine mexicaine qui travaillait comme garçon de café dans l'hôtel où s'est déroulé le drame. Vous vous demandez peut-être comment il s'est retrouvé dans cette photo à un moment aussi critique. En réalité, Romero était simplement en train de serrer la main de Kennedy lorsque le sénateur a été abattu. Un instant, cet adolescent serrait la main d'un homme qu'il admirait, et l'instant d'après, il se retrouvait plongé en plein cœur d'un assassinat. La photo a été prise à cet instant précis. Romero, stupéfait et bouleversé, soutenait la tête de Kennedy. Immédiatement après l'assassinat, cette image a fait le tour du monde, apparaissant dans les journaux et sur les écrans de télévision. Pour beaucoup, elle symbolisait la tragédie de l'assassinat de Kennedy. Mais d'autres ont commencé à chercher des coupables. Malheureusement, une partie de cette culpabilité s'est injustement reportée sur Romero. Des lettres ont commencé à affluer à l'hôtel où il travaillait, accusant le jeune homme d'avoir joué un rôle dans la mort de Kennedy, simplement parce qu'il s'était arrêté pour lui serrer la main. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il aurait dû prendre la balle à la place du sénateur, ce qui était absurde. Malgré quelques messages de soutien, la vague de négativité fut écrasante pour Romero. Il n'était pas préparé à cette soudaine attention médiatique intense. Simple garçon issu des quartiers populaires, il ne voulait rien d'autre que retrouver une vie normale. Mais cela s'avéra impossible. Le poids de la culpabilité et l'attention incessante devinrent insupportables. Il se mit à changer fréquemment de lieu de résidence pour tenter d'échapper à la notoriété qui le poursuivait partout où il allait. Même en grandissant, en fondant une famille et en essayant de tourner la page, les cicatrices de cette nuit-là ne disparurent jamais totalement. Romero n'a jamais eu la chance d'aller à l'université, un rêve qu'il caressait avant que sa vie ne bascule. Bien qu'il ait fini par trouver une certaine paix, la culpabilité persistante et la célébrité non désirée l'ont suivi jusqu'à la fin de ses jours. Son histoire rappelle que tout le monde ne rêve pas d'être célèbre, surtout quand cette célébrité a un prix aussi élevé. Mais après tout, quoi de pire que de trahir son propre pays à cause d'une simple photo ? Numéro 4, loyauté confuse. Parfois une photo ne se contente pas de ruiner une carrière ou une réputation, elle peut aussi mettre des vies en danger. C'est exactement ce qui est arrivé à Sarah Idan, Miss Irak 2017, qui a pris ce qu'elle pensait être un simple selfie avec Miss Israël lors du concours de Miss Universe. Elle a publié la photo avec une légende prônant la paix et l'amour, mais la réaction fut tout sauf pacifique. L'image a déclenché un tollé dans le monde arabe où les relations avec Israël sont souvent très tendues.
Idan a été accusé de trahir son pays et de tourner le dos à la cause palestinienne. La réaction fut si violente que sa famille reçut des menaces de mort et dut fuir l'Irak. Le gouvernement irakien lui a même demandé de supprimer la photo et de présenter des excuses publiques. Malgré la pression, Idan a maintenu son message de paix. Mais sa carrière de Miss Irak était terminée. Elle n'a même pas pu renouveler sa carte d'identité irakienne, ce qui rendait son retour au pays impossible. Ce fut un cas complexe où les conflits de politique ont eu des conséquences personnelles dévastatrices. Mais que se passe-t-il lorsque certaines personnes tentent de tirer profit des tragédies? Numéro 3. Une commercialisation étrange. En 1995, les États-Unis ont été frappés par l'attentat d'Oklahoma City, un acte de terrorisme intérieur qui a causé la mort de 168 personnes, dont des enfants. Parmi la fumée, les décombres et les cendres, une photo a été prise et allait devenir le symbole de l'horreur de ce jour-là. Cette photographie, diffusée dans le monde entier, montre un pompier tenant dans ses bras le corps sans vie d'un bébé. Cependant, l'histoire de cette image est aussi complexe que les émotions qu'elle suscite. L'homme qui a pris cette photo n'était ni journaliste de carrière, ni photographe professionnel. Il s'appelait Lester Laroux, un employé d'une compagnie de gaz qui se trouvait au bon endroit au bon moment avec son appareil photo. Il a entendu l'explosion, a pris son appareil et s'est précipité sur les lieux où il a pris des clichés pour Newsweek. Au départ, Laroux pensait détenir les droits de la photo. Après tout, c'était lui qui l'avait prise. Mais les problèmes ont commencé lorsque la mère du bébé s'est opposée à la commercialisation de l'image de son enfant décédé. Les choses ont empiré lorsque l'employeur de Laroux, la compagnie de gaz, a revendiqué la propriété de la photo, affirmant que, puisque Laroux était en service et avait utilisé du matériel de l'entreprise, l'image lui appartenait. S'ensuivit une bataille juridique pour laquelle Laroux n'était absolument pas préparé. Il se retrouva avec une montagne de dettes liées à ce long et coûteux combat contre une entreprise qui, elle, disposait d'une fortune quasi illimitée et d'une armée d'avocats. Pour ne rien arranger, un autre photographe, Charles Porter, se trouvait à quelques mètres de Laroux lorsqu'ils prenaient leur cliché. La photo de Porter remporta le prix Pulitzer, tandis que la vie de Laroux fut réduite en miettes. Il a dû affronter les conséquences de ses actes, mais certaines personnes subissent leurs propres conséquences en secret, comme le prochain protagoniste de cette liste. Numéro 2, des regrets qui durent toute une vie. Vous avez sûrement déjà vu cette photographie montrant un groupe de Marines hissant le drapeau américain sur l'île d'Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette image a été immortalisée dans les livres d'histoire, les documentaires et même les films. Tout le monde pensait que les hommes sur cette photo resteraient pendre des héros pour toujours, mais la réalité était bien plus complexe. Bien que la photo soit devenue un symbole de bravoure et de résilience, les soldats qui y figurent ont dû affronter des épreuves bien moins glorieuses qu'on ne l'imagine. Sur la photo, on peut voir 6 hommes lever le drapeau. Parmi eux, 3 ont trouvé la mort dans les combats acharnés qui ont suivi. Les survivants ont été extraits du champ de bataille, rapatriés et exhibés à travers les États-Unis comme des héros pour remonter le moral de la population. Mais tous n'étaient pas prêts à devenir célèbres du jour au lendemain. Ira Hayes, l'un des 3 survivants, était un Amérindien qui faisait partie des soldats ayant hissé le drapeau. Il ne voulait ni célébrité ni reconnaissance. Tout ce qu'il désirait, c'était de rester aux côtés de ses camarades et terminer la bataille au plus vite. Mais une fois la photo diffusée, il fut impossible d'effacer son nom. À son grand désespoir, il fut identifié et n'eut d'autre choix que de quitter le front pour devenir une figure de propagande. Cette soudaine célébrité fut un fardeau pour Hayes. Toute sa vie, on le sollicita pour des autographes ou pour raconter son histoire. Mais au lieu d'en éprouver de la fierté, il fut hanté par l'idée d'avoir abandonné ses amis au combat. Ce conflit intérieur l'entraîna peu à peu dans une spirale destructrice, jusqu'à ce que l'alcoolisme mette un terme tragique à sa vie. Enfin, nous arrivons à un dernier cas qui va vous laisser sans voix. Numéro 1. La tragédie d'une humoriste, Kathy Griffin, est une humoriste qui a appris à ses dépens qu'il y a certaines limites à ne pas franchir. En 2017, elle posa pour une photo où elle tenait une fausse tête décapitée, ressemblant à celle du président Donald Trump. Elle voulait faire une déclaration choc, mais la réaction fut bien plus violente que ce qu'elle avait imaginé. L'image provoqua une indignation massive, et le retour de flamme fut immédiat et brutal. Bien que Griffin se soit excusée, le mal était déjà fait. Elle perdit ses contrats, fut renvoyée de son poste d'animatrice du réveillon du Nouvel An sur CNN et se retrouva mise à l'écart de l'industrie du divertissement.
Elle tenta de riposter en retirant ses excuses et en affirmant être victime de persécutions politiques. Mais sa carrière était déjà en chute libre et elle se retrouva contrainte de jouer dans des endroits éloignés comme Beyrouth, bien loin des projecteurs qu'elle fréquentait autrefois. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine histoire.